Il n'a jamais prononcé son propre nom. Il n'a jamais écrit un seul mot. Il n'a jamais dit « maman » ni « papa ». À 70 ans, Ray Whittaker marche parmi nous comme une présence muette, une figure qui ressemble plus à un mythe rural qu'à un être humain concret. Mais il existe. Il hurle quand on le regarde directement dans les yeux. Il grogne si quelqu'un lui barre le passage. Et quand il sourit, il le fait comme s'il n'avait pas appris le geste, comme s'il l'imitait depuis un coin profond de son esprit où le mot n'a jamais germé. Ray ne parle pas, mais il n'est pas silencieux. Son monde a une autre langue, une qui ne se prononce pas, qui ne s'enseigne pas, qui ne peut pas être traduite facilement. C'est le langage du sang, du corps, de la répétition. C'est la conséquence d'une histoire familiale qui ne s'est jamais ramifiée, qui s'est repliée sur elle-même jusqu'à former un cercle fermé, parfait et maudit. Je suis Burgo, et ceci est le Mexique interdit. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez comprendre au-delà de l'évidence. Parce que vous savez que derrière chaque vie brisée, il y a un système qui l'a permis, un contexte qui l'a perpétué, et un silence qui l'a caché. Abonnez-vous à la chaîne, car aujourd'hui nous allons nous plonger dans une histoire que vous n'oublierez jamais. Ray est né à Odd, un petit village isolé dans les montagnes de Virginie occidentale. Odd signifie étrange, inhabituel. Un nom cruellement approprié pour l'endroit où tout a commencé. Là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux, ni de spécialistes, ni de réseaux de soutien. Seulement des chemins de terre, des maisons délabrées et des familles qui ont vécu génération après génération sans sortir de ce périmètre invisible. La famille Whittaker était l'une d'entre elles, et elle était différente dès le début. Tandis que d'autres arbres généalogiques grandissent avec des branches diverses, le leur s'est refermé comme un serpent qui se mord la queue. Son père, John Emor et Guy Tucker, et sa mère, Gracie et Renee Whittaker, étaient cousins germains. Ce ne fut pas un accident ni un tabou transgressé. Dans leur famille, se marier entre cousins était presque une norme. Mais ce ne fut pas le plus extrême. Les parents de John et Gracie, c'est-à-dire les grands-parents de Ray, étaient des frères jumeaux identiques. Henry et John Whittaker partageaient non seulement le nom de famille, mais pratiquement le même ADN. Et comme si cela ne suffisait pas, la mère de Gracie était aussi cousine de son mari. Ainsi, chaque couche de l'arbre renforçait le même code génétique. Encore et encore, comme si quelqu'un avait bloqué l'option de varier. Au niveau génétique, cela a un nom, expression autosomique récessive. Des traits qui dorment normalement au plus profond de l'ADN, des problèmes neurologiques, des déformations, des mutations, s'activent lorsque les deux parents transmettent la même copie défectueuse. Et si cela se répète pendant des générations, le résultat n'est pas seulement prévisible, mais inévitable. Ray fut l'un de ces résultats. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas une statistique médicale. C'est un être humain complexe, imprévisible, fragmenté. C'est le miroir brisé d'un héritage que personne n'a choisi. Quand il était enfant, Ray n'a reçu aucun diagnostic. Il n'a pas non plus été emmené chez le médecin. Ni une thérapie, ni une évaluation psychologique. C'était simplement ainsi. Il bougeait de façon brusque. Il ne parlait pas. Il ne répondait pas à son nom. Parfois, il lançait des objets. D'autres fois, il restait complètement immobile, regardant un point fixe pendant des heures. Sa famille ne le cachait pas, mais ne le comprenait pas non plus. Il ne savait pas quoi faire avec lui. Et à Odd, il n'y avait personne à qui demander.
L'école locale l'a rejeté avec amabilité et une note manuscrite. Nous n'avons pas les ressources pour nous en occuper. Ainsi, Ray a grandi à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de sa famille, à l'intérieur de lui-même. Il n'a jamais appris à lire ni à écrire. Il ne reconnaissait ni les nombres, ni les couleurs, mais il réagissait au son des casseroles dans la cuisine. Il savait quand il y avait de la nourriture. Il savait qui était sa sœur aînée, bien qu'il n'ait jamais dit son nom. Il aimait toucher les choses plusieurs fois, comme si le monde ne prenait sens que lorsque ses mains pouvaient le confirmer. Il prenait une tasse, la plaçait sur la table, la relevait, la tournait, la déposait. Et il répétait, non pas de manière compulsive, mais comme quelqu'un qui essaie de comprendre quelque chose d'essentiel qui lui échappe. Les médecins qui l'ont vu des décennies plus tard, car Ray n'a pas mis les pieds dans une clinique avant l'âge de 60 ans passés, ont suspecté un autisme non-verbal sévère. Niveau 3, le plus élevé du spectre. Mais il était déjà trop tard pour intervenir. Son esprit s'était formé dans un environnement sans langage, sans stimulation, sans fenêtre sur le monde extérieur. C'était comme si son cerveau avait décidé de se développer dans sa propre direction. Comme une rivière qui se fraye un chemin sans carte. Malgré tout, Ray n'a jamais été violent sans motif. Il était violent. Quand il grognait ou poussait quelqu'un, il le faisait pour marquer une limite. Quand il se retirait dans un coin et se bouchait les oreilles, c'était parce que le monde lui était insupportable. Il ne criait pas par rage. Il criait parce qu'il n'avait pas d'autre façon de dire « ça suffit ». Il n'imitait pas les émotions. Il les vivait. S'il riait, il le faisait pour de vrai. S'il avait peur, il se recroquevillait de telle façon qu'il semblait vouloir disparaître. Personne ne lui a appris à faire cela. Il l'a appris seul, par instinct. Pendant des décennies, son corps est resté fonctionnel, bien que limité. Il marchait à petits pas. Parfois, il boitait. Sa posture était légèrement courbée. Il mangeait avec les mains. Il urinait là où il se trouvait s'il ressentait l'urgence. Non par provocation, mais parce que son corps n'obéissait pas aux normes sociales, mais aux urgences physiologiques. Et pourtant, il survivait, jour après jour, année après année. Comme si son existence même était une forme de résistance. Une fois, un nouveau voisin a essayé de s'approcher de lui. Il lui a offert une pomme. Ray l'a regardé, a grogné doucement et a fait un pas en arrière. Mais il ne s'en est pas allé. Il est resté à observer. Le lendemain, le voisin est revenu. Et cette fois, il a apporté une balle en caoutchouc. Il l'a laissée par terre et s'est éloigné. Ray s'est approché lentement, l'a poussé du pied, l'a regardé tourner. Et il a souri. Il n'a rien dit. Il n'a pas couru pour embrasser. Mais dans son langage silencieux, cela fut un merci. Ce fut l'une des rares fois où quelqu'un, en dehors de sa famille, a réussi à établir un contact. Pas d'amitié, pas de lien conventionnel, seulement une interaction simple, pure, sans attente. Ray ne savait pas jouer. Tout en lui était authentique, brut, direct. Et cela peut-être est ce qui fait le plus mal. Nous rendre compte que chez cet homme que beaucoup appelaient animal, il y avait plus d'honnêteté émotionnelle que dans une bonne partie du monde qui l'observait sans comprendre. Dans la prochaine partie, nous allons entrer au cœur de cette famille qui l'a soigné ou l'a isolé pendant des décennies, Nous verrons ce que c'est que de vivre avec quelqu'un comme Ray. Quelles limites ils ont franchies, quelles décisions ont-ils prises et quels secrets gardent-ils encore? La maison où Ray Whittaker a vécu toute sa vie n'a pas de numéro, ni de panneau, ni de sonnette. Elle est à environ 20 minutes du chemin pavé le plus proche.
et on y accède par un sentier de terre qui disparaît entre des arbres tordus et des buissons épais. Le porche est penché sur le côté, comme s'il supportait depuis des décennies le poids du temps et des secrets. Les fenêtres sont couvertes par des rideaux décolorés. Dehors, il y a une chaise cassée, 2 seaux rouillés et un vieux chien qui bouge à peine. Cette maison n'a pas été conçue pour recevoir des visites. Elle a été construite pour enfermer ce que le monde ne voulait pas voir. Là vécurent, au moins, 7 membres de la famille Whittaker pendant plus d'une décennie. Frères, cousins, oncles, mais tous avec le même sang, littéralement. Aucun d'eux n'a terminé l'école. Certains savaient lire à moitié. D'autres, même pas ça. Il n'y avait pas de télévision dans le salon jusqu'à bien dans les années 90. Le seul téléphone était à cadran et ne fonctionnait presque jamais. Mais ce qui était le plus frappant n'était pas la précarité, mais la manière dont il s'organisait autour de Ray. Comme si son existence dictait les règles, comme si chacun avait un rôle spécifique. Le calmer, le nourrir, l'habiller, le maintenir à l'écart du danger. Sa sœur aînée, Mary Lou, fut pendant une décennie sa principale soignante. Elle dormait dans un lit jumeau à côté du sien. Elle lui coupait les ongles, lui nettoyait les dents comme elle pouvait, lui préparait ses repas préférés, presque toujours de la bouillie, de la purée ou du vieux pain trempé dans du lait parce que Ray ne mâchait pas bien. Quand il s'agitait, elle lui parlait d'une voix douce, même s'il ne répondait pas. Quand il urinait sur ses vêtements, elle le baignait sans dire un mot. C'était comme prendre soin d'un enfant énorme, imprévisible et souvent incontrôlable. Mais elle ne se plaignait jamais, ou du moins pas devant lui. Un jour, un travailleur social du comté tenta de visiter la maison. Il avait reçu une dénonciation anonyme concernant une possible négligence. Quand il arriva, Ray était sur le porche, assis accroupi, mâchant un morceau de bois. Il ne bougea pas, il ne réagit pas, mais quand l'homme fit un pas vers lui, Ray grogna. Un grognement profond, guttural, qui fit que le visiteur s'arrêta net. De l'intérieur, Mary Lou sortit avec les cheveux attachés et les mains couvertes de farine. Elle lui dit qu'elle n'avait besoin de rien, qu'ils allaient bien, que Ray ne dérangeait personne. Le travailleur social nota quelque chose, partit et ne revint plus jamais. Cette rencontre résumait parfaitement le paradoxe de la famille Whittaker. Ils vivaient en marge du système, mais ne voulèrent pas en faire partie. Ils ne cherchaient pas d'aide, mais n'acceptaient pas non plus d'interférence. Ray n'était pas une victime pour eux. Il faisait partie de la maison, comme les planches du sol ou l'odeur persistante d'humidité. Ils ne le voyaient pas comme quelqu'un de malade, mais comme Ray, simplement. Quand il avait des crises de colère, ils l'entouraient sans le toucher. Quand il pleurait sans raison apparente, ils s'asseyaient près et attendaient. Ils avaient appris qu'avec lui, ni les punitions ni les récompenses ne fonctionnaient. Son monde avait un autre rythme, une autre logique. Une fois, quand Ray avait environ 40 ans, il s'échappa. C'était à l'aube. La porte arrière était entr'ouverte. Mary Lou s'était endormie. Au réveil, elle remarqua qu'il n'était pas dans son lit et cria son nom, bien qu'elle sût qu'il ne répondrait pas. Ils sortirent tous le chercher, avec des lampes de poche, avec peur, avec culpabilité. Ils le trouvèrent 6 heures plus tard, assis dans un ruisseau, complètement nu, tenant une grenouille entre les mains. Il n'était pas perdu. Il ne pleurait pas. Il regardait seulement l'eau comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Il ne dit rien quand ils le couvrirent d'une couverture. Mais en rentrant à la maison, il se laissa baigner sans résistance.
comme s'il comprenait que cette liberté momentanée avait un prix, retourné à l'enfermement. Cet épisode marqua un avant et un après. Depuis lors, ils renforcèrent les portes. Ils mirent une chaîne à la sienne. Non par punition, disait-il, mais par protection. Parce que dehors, personne ne le comprendrait. Parce que quelqu'un pourrait lui faire du mal. Mais au fond, il savait qu'il craignait aussi le contraire. Qu'il fasse des dégâts sans le vouloir, et que cela attire les autorités. Personne ne le disait à voix haute, mais tous le savaient. Ray était un risque qu'ils aimaient, un risque qu'ils n'abandonneraient jamais. Au fil des ans, les premières rumeurs commencèrent à arriver. Quelqu'un, un photographe à Matteo, un curieux avec une chaîne YouTube, avait entendu parler de l'homme qui hurle et voulait le voir. Ils arrivaient sans permission, avec des caméras cachées, avec l'excuse de livrer de la nourriture ou de demander des directions. Certains prenaient des photos de loin. D'autres, plus audacieux, tentaient de le filmer. La famille commença à refuser tout véhicule inconnu. Une fois, Ray vit un objectif apparaître par la clôture et lança une pierre. Il ne manqua pas. Ce fut alors qu'un parent éloigné, l'un des rares qui était sorti de là, décida d'intervenir. Il s'appelait Daniel et avait étudié la biologie dans un collège communautaire. Il ne vivait pas avec les Whittaker, mais il les visitait de temps en temps. Il décida que, si le monde allait voir Ray, au moins il devait le faire avec respect. Il contacta un documentariste indépendant et ensemble, ils enregistrèrent les premières images formelles de Ray, avec le consentement de Mary Lou. Il n'y avait pas de script, ni d'entretien, ni de musique triste. Seulement des images. Ray marchant dans le jardin. Ray mordant une corde. Ray regardant une mouche se poser sur son genou pendant 3 minutes sans bouger. La vidéo devint virale. Personne ne s'y attendait. Soudain, des milliers de personnes commentaient. Certains avec compassion, d'autres avec morbidité, d'autres avec répulsion. Des débats auraient lieu sur la génétique, sur la santé mentale, sur l'éthique. On se demandait si la famille l'exploitait, s'il tirait profit de son image. Si Ray comprenait ce qui se passait. La réponse était claire ? Non. Ray ne savait pas ce qu'était Internet. Il ne savait pas que des millions le regardaient. Il ne savait pas qu'il y avait des gens débattant de son humanité depuis des canapés dans des villes qu'il ne visiterait jamais. À la maison, tout restait pareil. La cuisine avec son poêle rouillé, la salle de bain sans eau chaude, la radio débattrait avec des interférences. Mais maintenant, il y avait des paquets qui arrivaient avec des donations. Vêtements, nourriture, médicaments. Une fois même, un fauteuil roulant que personne n'avait demandé. La famille remerciait, mais se sentait aussi envahie. Ray ne montrait aucun intérêt pour rien de tout cela, ni même pour les jouets didactiques qu'il lui avait envoyés. Il prêta seulement attention à une couverture avec des dessins d'arbres. Il la traîna pendant des jours. Puis, il la laissa sur une chaise et ne la toucha plus. Ce que personne ne savait, ni ceux qui donnaient, ni ceux qui critiquaient, ni même le documentariste, c'était qu'elle commençait à se détériorer physiquement. Lentement, mais de façon constante. Elle marchait plus lentement. Elle respirait avec plus d'effort. Parfois, elle tombait sans raison. Et le plus préoccupant, il y avait des jours où elle n'émettait aucun son. Ni grognement, ni gémissement. Rien. Comme si son corps commençait à s'éteindre de l'intérieur. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir le véritable état de santé de Ray. Ce que les médecins ont trouvé quand, pour la première fois de sa vie, il a été examiné en profondeur. Et comment il a réagi ainsi que sa famille, en étant confronté à une vérité que tous avaient évitée pendant des années.
Voulez-vous savoir ce qui arrive réellement à Ray Whittaker? Le jour où Ray fut emmené à l'hôpital pour la première fois fut aussi le jour le plus silencieux que sa famille se souvenait. Personne ne le dit. Mais tous savaient que quelque chose n'allait pas. Ray ne marchait plus comme avant. Il traînait le pied droit comme s'il portait un poids invisible. Sa respiration était devenue bruyante. Il dormait plus que d'habitude. Et quand il était éveillé, il restait immobile pendant des heures, le regard perdu au plafond. Il ne grognait pas. Il ne gesticulait pas. Il ne se défendait pas. C'était comme s'il s'en allait sans faire de bruit. Ce fut Mary Luke qui prit la décision. Après des semaines à voir son frère s'affaiblir sans explication, elle appela Daniel, le cousin éloigné qui, des années auparavant, avait tenté d'exposer l'histoire avec respect. Elle lui demanda de l'aide. Pas pour filmer, pas pour raconter quoi que ce soit, seulement pour emmener Ray à l'hôpital le plus proche. Le voyage fut long. 2 heures en camionnette. Ray ne s'y opposa pas. Il ne réagit pas. Il se laissa mettre la ceinture de sécurité, sans émettre un son. Il portait un t-shirt gris qui avait été blanc autrefois, et un pantalon de coton avec des taches de terre. Ses mains, comme toujours, étaient serrées en poing. En arrivant aux urgences, les regards commencèrent. Infirmières, patients, personnel de nettoyage. Tous s'arrêtaient pour voir l'homme aux yeux exorbités qui ne disait pas un mot. Daniel tenta d'expliquer. Il a 70 ans. Il n'a jamais reçu de soins médicaux. Il a besoin d'un examen complet. Le personnel médical se montra sceptique. Jamais. Pas une seule fois. Daniel hocha la tête. Jamais. La première chose fut une évaluation physique. Le médecin, un homme d'environ 40 ans à l'expression contenue, s'agenouilla devant Ray et lui demanda la permission de toucher sa jambe. Ray le regarda sans ciller. Il ne bougea pas. Le médecin commença à palper avec précaution le genou droit. Dès qu'il pressa un point spécifique, Ray lâcha un gémissement profond, presque un rugissement contenu. C'était de la douleur. Une douleur qui avait été ignorée pendant des années. Les radiographies révélèrent une arthrose sévère, avec le cartilage pratiquement inexistant et des fragments osseux lâches qui frottaient les uns contre les autres. Le médecin le dit avec des mots techniques, mais la conclusion était claire. Ray avait marché pendant des années avec une articulation qui, chez tout autre patient, aurait nécessité une intervention chirurgicale il y a des décennies. Il devait être en douleur constante, murmura le docteur, plus pour lui-même que pour les autres. Mais ce n'était pas seulement le genou. Le rapport médical incluait une longue liste de découvertes. Dénutrition chronique, atrophie musculaire partielle, usure vertébrale, ongles incarnés, problèmes rénaux légers et une infection dentaire non traitée qui lui causait probablement de la douleur en mastiquant. Quand on demanda à Mary Lucia si elle l'avait un jour emmené chez un dentiste, elle baissa le regard. « Il n'aimait pas sortir », dit-elle. Mais tous savaient que ce n'était pas seulement cela. C'était aussi la honte, la peur, la sensation constante que Ray ne serait pas compris ni traité avec dignité. Lors de l'évaluation neurologique, la psychiatre de l'hôpital tenta de communiquer avec lui. Elle lui montra des cartes avec des couleurs, des objets, des visages. Ray ne réagit pas. Ensuite, elle lui offrit une petite balle en caoutchouc rouge. Il la prit, la pressa plusieurs fois, la lâcha, la ramassa à nouveau. Il la fit tourner entre ses doigts pendant presque 1 minute, puis la jeta au sol sans force. La psychiatre nota quelque chose dans son carnet. Elle ne le dit pas à voix haute, mais il devint clair qu'elle soupçonnait un trouble du spectre autistique à son niveau le plus sévère. Quand elle mentionna autisme non-verbal niveau 3,
Mary Lou demanda ce que cela signifiait. La psychiatre la regarda avec précaution. Cela signifie que votre frère a une forme d'autisme qui affecte tous les domaines de sa vie. Il ne peut pas parler, il ne peut pas comprendre des structures complexes, et il a besoin d'une assistance constante. Mary Lou hocha lentement la tête. Elle ne pleura pas. Elle ne discuta pas. Elle dit seulement « Cela, nous le savions déjà ». L'hôpital voulait garder Ray interné pour observation. Il suggérait des études plus approfondies, une tomographie, des analyses génétiques, même une évaluation psychiatrique plus prolongée. Mais Mary Lou refusa. Non pas avec agressivité, mais avec une tristesse ferme. Ray ne va pas comprendre. Il n'est pas habitué à être seul. Il ne supportera pas d'être ici. L'équipe médicale insista. Ils lui dirent que cela pourrait aider, que peut-être il existait des traitements pour soulager sa douleur, améliorer sa qualité de vie. Mais Mary Lou avait déjà pris une décision. Ray rentrerait à la maison cette même nuit. Daniel tenta de servir de médiateur. Il leur demanda d'au moins accepter une consultation mensuelle. Il proposa une visite médicale à domicile. Il offrit même de payer les médicaments avec les dons reçus depuis que la vidéo était devenue publique. Mais l'hôpital précisa que sans un suivi adéquat, il ne pouvait pas garantir d'amélioration. Ray avait besoin de plus qu'une pilule. Il avait besoin de rééducation, de structure, de stabilité et surtout d'un réseau de soutien que sa famille ne pouvait plus offrir seule. Cette nuit-là, de retour à Had, le silence dans la camionnette était si épais qu'il faisait mal. Ray s'était endormi, la tête inclinée sur l'épaule. Mary Lou le couvrait avec une vieille couverture. Daniel conduisait, les mains tendues sur le volant. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait en l'emmenant à l'hôpital. Mais il savait aussi que rien n'avait changé. Ray resterait Ray, dans sa maison, dans son monde. Les jours suivants furent compliqués. Ray semblait plus agité, peut-être à cause du voyage, peut-être à cause de la douleur, peut-être à cause de quelque chose que personne ne pouvait voir. Il commença à refuser de manger. Il crachait la nourriture. Il poussait les assiettes. Une fois, il jeta une casserole par terre et resta à regarder son contenu se répandre. Mary Lou tenta de le calmer. Mais les méthodes habituelles ne fonctionnaient plus. Daniel revint visiter la maison, cette fois avec un physiothérapeute bénévole. Ray ne permit pas qu'on le touche. Il frappa le mur avec la paume de sa main, et un son que personne ne lui avait jamais entendu avant. Une lamentation profonde, prolongée, comme si son corps essayait de dire quelque chose qu'il ne savait pas comment exprimer. Le physiothérapeute s'en alla après 20 minutes. « Je ne peux pas travailler ainsi, » dit-il. « Pas sans une équipe. Pas sans un environnement adéquat. » Mary Lou referma la porte. Avec soin, sans rancune. Comme quelqu'un qui sait que l'aide extérieure arrive toujours trop tard ou arrive mal. Cette nuit-là, Ray s'enferma dans sa chambre et refusa d'en sortir. Il frappait les murs avec ses phalanges. Il murmurait des sons bas et reconnaissables. Il arracha sa chemise. Quand Mary Lou tenta d'entrer, il la regarda les yeux grands ouverts, comme s'il ne la reconnaissait pas. Mais il ne lui fit pas de mal. Il se laissa seulement tomber sur le matelas, sur le côté, comme si son corps admettait finalement qu'il n'en pouvait plus. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir ce qui se passe dans les mois suivants. Comment la détérioration de Ray affecte toute la famille. Quelles décisions extrêmes ils commencent à considérer. Et quel geste inattendu changera le cours de tout. Es-tu prêt à voir jusqu'où l'amour peut aller quand le langage n'existe plus? Les semaines qui suivirent furent une descente lente, presque imperceptible au début, mais ensuite imparable.
Ray ne sortait plus sur le porche. Il ne touchait plus ses objets préférés. Il ne traînait pas sa couverture d'arbres à travers la maison, ni n'essayait de suivre Mary Lou à la cuisine comme il avait l'habitude de faire. Il restait dans sa chambre, couché sur le côté, les yeux ouverts. Il ne dormait pas tout à fait, mais ne semblait pas non plus complètement éveillé. Il restait immobile, même quand les chiens aboyaient dehors ou quand la pluie frappait fort le toit en tôle. Son silence, qui avant était sa façon naturelle d'exister, devenait maintenant plus épais, plus absent. Ce n'était plus le silence de celui qui ne parle pas. C'était celui de celui qui n'est plus là. Mary Lou commença à s'effondrer intérieurement. Quand les autres dormaient, elle restait dans la cuisine, les mains posées sur la table, sans bouger. Elle ne pleurait pas avec force, mais cela se voyait dans son dos courbé, dans ses épaules, qui ne portaient plus seulement le corps d'un frère, mais le poids d'une histoire qu'elle ne savait pas comment terminer. À plusieurs reprises, elle tenta de recontacter l'hôpital. Mais en composant, elle raccrochait avant qu'il ne réponde. Elle ne savait pas quoi demander. Elle ne savait pas comment expliquer que ce dont ils avaient besoin ne tenait pas dans une ordonnance ni dans une consultation médicale. Une nuit, Ray fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Il se leva au milieu de la nuit, sortit de sa chambre, marcha jusqu'à la cuisine et s'assit par terre. Il ne dit rien. Il n'émit aucun son. Il resta simplement là, regardant fixement une fissure dans le mur. Quand Mary Lou le trouva, elle s'agenouilla à son côté, lui parla doucement, lui offrit un peu de lait tiède. Il ne réagit pas. Alors elle, sans trop y penser, s'assit à côté de lui, appuya son dos contre le même mur et resta là en silence. Ainsi restèrent-ils jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, Ray vomit. Un liquide épais, jaunâtre, à l'odeur aigre. Ce fut le premier signe physique clair que quelque chose à l'intérieur de lui était en train de défaillir. Daniel fut appelé d'urgence. Il arriva en moins d'1 heure. Cette fois-ci, il ne demanda pas s'il pouvait l'emmener à l'hôpital. Il le porte simplement dans ses bras. Il était plus léger qu'il ne s'en souvenait, et il le fit monter dans la camionnette. Mary Lou le suivit sans protester. Il n'y avait plus de marge pour les décisions morales. Ray était malade. Et cette fois, le corps ne résistait plus seul. L'hôpital rural le reçut avec une autre attitude. Il y avait des médecins qui connaissaient déjà le cas, des infirmières qui avaient lu sur lui. Cette fois-ci, il n'y eut pas de regard de jugement, juste de la hâte. On lui prit des échantillons de sang. On le connecta à une voie intraveineuse. Ils découvrirent une infection avancée dans le tractus digestif. Possiblement une bactérie qui était restée latente pendant des années et qui s'était maintenant étendue. Le médecin parla à Daniel à voix basse, comme s'il ne voulait pas que Mary l'entende. S'il ne l'avait pas amené aujourd'hui, il n'aurait pas passé cette semaine. Ray fut interné pour la première fois de sa vie. Un lit blanc, une chambre avec une odeur de désinfectant, un moniteur qui bipait à chaque battement. Il n'essaya pas d'enlever les câbles. Il ne créa pas. Il ne résista pas. Il ne résista. Il semblait résigné, comme s'il savait que son corps avait besoin de s'arrêter. Pendant les premiers jours, il mangeait à peine. Il ne réagissait pas aux stimuli. Mais l'après-midi du 4e jour, une infirmière lui mit une couverture avec des dessins. Pas d'arbres, mais de poissons colorés, et de celle-ci, il sortit la main. Il la toucha. Il la froissa entre ses doigts. Puis, pour la première fois en des semaines, il laissa échapper un son, un murmure grave, profond, comme un écho de lui-même. Ce petit geste fut pris par l'équipe médicale comme un signe de conscience. Ils décidèrent de commencer par une physiothérapie douce.
Ils ont essayé de vouloir bouger les bras, qu'ils s'asseyent, qu'ils reconnaissent des objets. Dans certains exercices, ils répondaient. Dans d'autres, ils fermaient simplement les yeux. Il n'y avait pas de schéma clair. Mais tous étaient d'accord sur une chose, il était là, pas comme avant. Pas avec la même énergie. Mais sa présence n'était pas partie du tout. Pendant ce temps, Daniel s'occupait de tout ce qui est légal. Il a géré pour qu'il soit enregistré formellement dans le système de santé de l'État. Il a sollicité de l'aide pour les personnes atteintes de handicaps sévères. Il a initié des démarches pour qu'ils reçoivent une pension de base. Mérilus résistait au début. Elle disait que Ray n'avait besoin de rien d'autre que sa maison, sa famille, sa routine. Mais ensuite, en le voyant si faible, elle a accepté que quelque chose devait changer. L'hôpital a proposé une alternative. Le transférer dans un centre de soins palliatifs où il pourrait recevoir des soins médicaux constants sans perdre du tout son environnement familial. Il y avait un endroit à 2 heures de là, au milieu des montagnes, où ils acceptaient des cas comme le sien. Chambre privée, personnel qualifié, thérapie occupationnelle, visites illimitées. Cela semblait idéal. Mais le transfert impliquait une décision difficile. Sortir Ray de la maison où il avait vécu 70 ans. Mérilus a passé 10 jours entiers à y penser. Elle marchait sur le porche, dans le jardin, dans la cuisine. Elle s'approchait de la chambre de Ray, l'observait dormir et puis partait sans rien dire. Finalement, un après-midi, elle a demandé directement à Daniel. « Crois-tu qu'il serait mieux là-bas qu'ici ?» Daniel n'a pas répondu avec des mots. Il l'a seulement regardé, avec les yeux pleins d'une compassion contenue. Et cela a suffi. La nuit précédant le transfert, Mérilus a préparé le plat préféré de Ray, du pain de maïs avec du lait chaud. Elle le lui a servi dans le même bol que d'habitude. Il l'a regardé, l'a touché et l'a poussé vers le centre de la table. Puis, il a tendu sa main vers elle, un geste simple, subtil. Mais chez Ray, c'était une déclaration. Pas d'amour, pas d'adieu, mais de compréhension. Le lendemain, le voyage a été silencieux. Ray a été couché sur une civière, couvert avec la couverture de poisson. Mérilus l'a accompagné assise à ses côtés. Daniel a conduit. Il n'y a pas eu de larmes. Il n'y a pas eu de mots. Seulement le son du moteur et le grincement occasionnel des roues sur le gravier. Quand ils sont arrivés au centre, ils ont été reçus par une jeune infirmière à la voix douce et au regard ferme. Elle a appelé Ray par son nom. Elle s'est baissée à sa hauteur. Elle lui a montré un objet brillant, un petit miroir. Ray l'a regardé, puis a regardé l'infirmière, et pendant une seconde, son expression a changé. Ce n'était pas un sourire, c'était quelque chose de plus utile. Un léger relâchement du visage, comme s'il acceptait, enfin, qu'il était là où il avait besoin d'être. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons découvrir comment Ray affronte cette nouvelle étape, quels signes inattendus il commencera à donner. Et quelle question, aussi humaine qu'inévitable, qui résonnera même après la fin. Qui était réellement Ray Whittaker? Le centre où Ray a été admis ne ressemblait pas à un hôpital. Il y avait des arbres autour, des oiseaux qui chantaient à toute heure du jour, et un silence qui n'était pas clinique, mais naturel. Les chambres étaient en simple, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Les lits étaient orientés vers les champs ouverts, pas vers des couloirs stériles. Ray a été placé dans une des chambres les plus calmes, face à un chêne solitaire. Là, sous le toit d'un lieu qu'il ne connaissait pas, a commencé la dernière étape de sa vie. Les premiers jours ont été d'observation. Le personnel du centre se relayait pour essayer de comprendre son langage. Quand il grognait,
quand il se recroquevillait, quand son regard s'attardait sur quelque chose pendant trop longtemps. Il le traitait comme un enfant qui arrive d'un autre pays sans connaître la langue. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il parle. Ils espéraient le comprendre à travers ses gestes, son rythme, sa respiration. L'un des moments les plus significatifs est survenu une semaine après son arrivée. Une ergothérapeute, nommée Clara, a apporté une boîte contenant des objets de différentes textures. Tissu, bois, éponge, pierre lisse. Elle l'a placé devant Ray, sans le presser. Il a observé la boîte pendant un long moment. Ensuite, comme s'il savait exactement ce qu'il voulait, il a pris un morceau de corde tressée et a commencé à l'enrouler dans sa main. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il l'a approché de son visage. Il l'a senti. Et puis, sans regarder personne, il a commencé à la frotter contre sa joue. Ce n'était pas un geste mécanique, c'était délicat. Intentionnel. Clara est restée à observer sans intervenir. Elle a noté dans son carnet « Cherche le contact à travers l'objet ». Reconnaît une texture familière. Geste auto-apaisant. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu ressembler à un simple mouvement répétitif. Mais pour ceux qui avaient regardé avec d'autres yeux, c'était une façon de dire « Cela me donne la paix ». Peu à peu, Ray a commencé à établir des routines. Il se réveillait à la même heure. Il s'asseyait près de la fenêtre chaque matin. Il touchait le bois du cadre avec ses phalanges. Puis, il traînait sa couverture jusqu'au coin et s'y allongeait. Il ne mangeait pas si on changeait l'ordre des aliments. Il n'acceptait pas d'être habillé si ce n'était pas Mary Luke qui était présente. Son monde restait étroit. Mais il avait maintenant de nouveaux contours. Mary Luke se rendait tous les 2 jours pour le visiter. Au début, elle le faisait avec peur. Elle craignait que Ray ne la reconnaisse pas. Mais il réagissait toujours quand elle arrivait. Il tournait la tête, émettait un son grave, un grognement à peine audible, et la regardait avec fixité. Il ne l'embrassait pas. Il ne souriait pas. Mais il prenait sa main avec fermeté. C'était sa façon de dire « Je suis là ». Daniel visitait aussi, bien que moins fréquemment. Il préférait observer à distance, coordonner avec le personnel, s'assurer que rien ne manquait. Parfois, il se sentait déplacé, comme si l'histoire de Ray, même si elle lui faisait mal, ne lui appartenait pas entièrement. Et peut-être avait-il raison. Car Ray, dans son silence, avait créé son propre univers, fermé au bruit du monde extérieur, mais rempli de signaux utiles que seuls certains pouvaient lire. Un jour, un bénévole a apporté une vieille radio et l'a syntonisée sur une station locale de musique bluegrass. Quand les premiers accords ont retenti, Ray a tourné la tête. Il a fermé les yeux. Et pour la première fois, il a bougé le pied au rythme de la mélodie. Ce n'était pas une danse. C'était une reconnaissance. Comme si dans ses notes, il y avait quelque chose que sa mémoire comprenait, même s'il ne savait pas ce que c'était. L'infirmière a noté le détail. Depuis lors, tous les après-midi, à la même heure, il mettait la radio dans sa chambre. L'amélioration n'a pas été miraculeuse. Il n'y a pas eu de récupération complète. Ray n'a pas commencé à parler. Il n'a pas marché avec fermeté. Il n'a pas appris à écrire son nom. Mais ce n'était pas non plus ce qui était attendu. Ce qui surprenait l'équipe était autre chose, sa capacité d'adaptation. Sa manière de trouver de petits espaces de calme dans un monde qui n'avait jamais été fait pour lui. Sa façon de répondre, même avec un geste minime, à ceux qui lui offrèrent du respect. Au fil des mois, quelque chose a également changé dans le regard des autres. Beaucoup des travailleurs qui au début le voyaient comme un cas clinique
commencèrent à parler de lui comme d'une présence. « Ray n'a pas besoin de parler pour que nous l'écoutions », dit une thérapeute lors d'une réunion de l'équipe. « Ray a son langage. Nous n'avons qu'à l'apprendre. » En automne, quand les arbres de l'extérieur commencèrent à se teinter de jaune et de rouge, Ray passa plus de temps près de la fenêtre. Il observait les feuilles tomber. Parfois, il tendait la main comme s'il voulait les attraper. D'autres fois, il restait immobile pendant des heures, les yeux fixés sur une branche en particulier. Personne ne savait ce qu'il voyait. Mais il était évident que cela le calmait. Mary Lou, de son côté, commença à écrire un journal. Non pour elle, mais pour lui. Chaque jour, elle notait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait mangé, comment elle l'avait vu. Elle le laissait sur la table de sa chambre, près d'une fleur sauvage ou d'une pierre du jardin. « Je ne sais pas s'il peut lire ceci, » disait-elle. « Mais je veux qu'il sache que chaque jour je le mesure. Je le pense, je l'accompagne. » Et alors, un jour d'hiver, quelque chose d'inattendu arriva. Ray s'endormit après le déjeuner, comme toujours, sur sa couverture, la tête vers le côté gauche. Mais cette fois-là, il ne bougea pas de tout l'après-midi. L'infirmière tenta de le réveiller avec son habileté. Il ne répondit pas. Ils appelèrent le médecin. Ils vérifièrent ses signes vitaux. Tout semblait normal, mais quelque chose dans son corps s'était éteint. Ce n'était pas un effondrement physique. C'était quelque chose de plus utile. Comme si, après tant d'années de lutte silencieuse, Ray avait décidé de se reposer profondément. Ils le maintinrent en observation pendant la nuit. Mary Lou fut appelée immédiatement. Elle arriva avant l'aube. Elle entra dans la chambre. Elle s'assit près de son lit. Elle prit sa main et elle attendit. Ray n'ouvrit pas les yeux, mais quand elle lui caressa le front, sa respiration s'accéléra légèrement. Ce fut sa façon de dire « je t'écoute ». Ce fut le dernier signe. Ray Whittaker décéda à l'aube, les mains entrelacées avec celles de sa sœur. Sans douleur, sans bruit, sans un dernier mot, parce qu'il ne l'avait jamais eu. Mais avec une présence si forte, si évidente, que tous ceux qui l'entouraient savaient que quelque chose de sacré était parti avec lui. La nouvelle ne fut publiée dans aucun média. Il n'y eut pas de titre. Il n'y eut pas d'hommage massif. Mais dans cette petite communauté de Virginie occidentale et dans les cœurs de ceux qui apprirent à écouter le langage de Ray, resta une leçon qui ne s'efface pas. Parce que Ray ne fut pas seulement le résultat d'une histoire familiale complexe. Il fut un témoignage vivant de ce que signifie exister quand le monde ne te comprend pas. Mais toi, tu insistes à être là. Ce fut la preuve que l'amour peut construire sans mots. Que la dignité ne dépend pas du langage. Et que chaque vie, même la plus invisible, a une valeur incalculable. Si cette histoire t'a touché, t'a ému, ou t'a simplement fait penser au sens du silence, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous partageons des récits que d'autres préfèrent oublier. Parce que nous croyons que l'interdit n'est pas toujours dangereux. Parfois, il est simplement humain. Et si tu veux honorer la mémoire de Ray, commande ci-dessous avec un seul mot, présent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Nous nous voyons dans la prochaine histoire.